Il y a quelqu'un dans ta vie, ou dans ton passé, à qui tu n'as pas pardonné. Peut-être que tu le sais clairement, peut-être que tu l'appelles autrement. Distance nécessaire, protection légitime, mémoire juste. Mais quelque part, la blessure est encore là. La pensée revient. La colère, ou la tristesse, ou un mélange pesant des deux. Et tu n'as pas pardonné. Parce que pardonner, dans ta tête, ça voudrait dire quoi exactement? Que c'était acceptable, que tu oublies, que tu te réconcilies, que tu fais comme si ça n'avait pas eu lieu, que tu donnes raison à quelqu'un qui avait tort, que tu trahis ta propre douleur en faisant semblant qu'elle ne compte pas. Tout ça est faux. Ce n'est pas le pardon. Ce n'est pas ce que le pardon demande. Et cette définition fausse, cette confusion entre pardonner et excuser, entre se libérer et oublier, est précisément ce qui t'empêche d'accéder à la seule chose que le pardon peut vraiment t'apporter. Ta liberté, la tienne, pas celle de l'autre. Aujourd'hui, on va reconstruire entièrement ta définition du pardon. Et peut-être que cette reconstruction va changer quelque chose dans ta vie. Quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Le pardon n'est pas un interrupteur qu'on active. C'est un processus. Souvent non linéaire, souvent plus long qu'on ne le voudrait, et puis, souvent non définitif, on peut croire avoir pardonné et voir le ressentiment revenir. Ce n'est pas un échec. C'est la nature du processus. Voici les 4 étapes que la recherche en psychologie du pardon, notamment les travaux de Robert Enright à l'Université du Wisconsin, identifient comme fondamentales. Première étape, reconnaître et nommer la blessure pleinement. On ne peut pas pardonner ce qu'on n'a pas d'abord reconnu, complètement, honnêtement, sans minimiser, sans relativiser, sans se dire que c'était peut-être pas si grave, que d'autres ont vécu pire, que tu aurais dû t'y attendre. La blessure était réelle, elle t'a fait du mal. Elle a eu des conséquences sur ta vie. Cette reconnaissance n'est pas de la victimisation, c'est la condition préalable et honnête à tout processus de guérison. On ne peut pas traverser ce qu'on ne reconnaît pas. Deuxième étape, séparer la compréhension de l'excuse. L'une des clés du pardon est de chercher à comprendre, sans excuser. Comprendre le contexte dans lequel l'autre a agi. Ses propres blessures. Ses propres limites. Ce qui l'a amené à faire ce qu'il a fait. Cette compréhension ne dit pas que c'était juste. Elle humanise. Elle sort la personne qui t'a blessé du rôle de monstre absolu, ce qui paradoxalement facilite le pardon. Parce qu'on pardonne plus facilement à un être humain complexe et limité qu'à un symbole du mal. Comprendre n'est pas excuser. Tu peux comprendre comment quelqu'un en est arrivé à te faire du mal sans jamais dire que c'était acceptable. Ces deux choses coexistent. Et cette coexistence est au cœur de ce que les psychologues appellent le pardon mature. Celui qui ne nie pas la blessure, mais qui l'intègre dans une compréhension plus large de l'humanité imparfaite. Troisième étape, choisir de lâcher. Pas pour eux, pour toi. C'est l'étape centrale. Et elle commence par une décision, pas par un sentiment. Le pardon ne commence pas quand tu te sens prêt à pardonner. Il commence quand tu décides que le coût de ne pas pardonner est trop élevé pour toi. Que cette personne a déjà pris assez de place dans ta vie. Que tu mérites de récupérer cet espace. Cette décision n'est pas définitive immédiatement. Les émotions reviennent. Le ressentiment refait surface parfois. La décision de pardonner est une intention qu'on renouvelle, pas un état qu'on atteint une fois pour toutes. Des chercheurs en thérapie cognitive ont développé une pratique que je trouve particulièrement puissante. La lettre non envoyée. Tu écris une lettre à la personne qui t'a blessé, tout ce que tu aurais voulu lui dire, sans filtre, sans diplomatie. Et tu ne l'envoies jamais. L'objectif n'est pas la communication. C'est l'expression complète de ce que tu portes, pour pouvoir ensuite commencer à le déposer. Quatrième étape, trouver un sens à ce que tu as traversé. La dernière étape, la plus difficile et la plus transformatrice, est celle que Viktor Frankl avait identifiée comme fondamentale pour la résilience humaine. Non pas nier la souffrance, mais lui trouver un sens, ce que cette blessure t'a appris, ce qu'elle a révélé sur toi, ce qu'elle t'a forcé à développer.
la façon dont elle a contribué à faire de toi qui tu es aujourd'hui. Ce n'est pas de la gratitude forcée pour quelque chose de douloureux. C'est la reconnaissance que même les expériences les plus difficiles peuvent devenir des ressources, si on accepte de les intégrer plutôt que de les fuir. Je veux te parler de Nelson Mandela. Pas pour la version résumée qu'on connaît tous. 27 ans de prison, libération triomphale, présidence de l'Afrique du Sud. Mais pour quelque chose de plus précis, de plus intime, que Mandela lui-même a raconté. Le jour de sa libération, en 1990, alors qu'il marchait vers la sortie de la prison de Victor Verster, il s'est retourné pour regarder une dernière fois les murs qu'il avait enfermés pendant près de 3 décennies. Et il a dit à ses proches quelque chose qu'on cite rarement dans les discours officiels. Il a dit qu'au moment de franchir ce portail, il a senti qu'il devait laisser sa haine et sa colère derrière lui. Parce que s'il les emportait avec lui, il serait encore prisonnier. Pas prisonnier de ses geôliers, prisonnier de lui-même. Il n'a pas pardonné parce que ce qui lui avait été fait était acceptable. Il a pardonné parce qu'il a compris que la haine était la seule chose qui pouvait encore le priver de la liberté qu'on venait de lui rendre. Le pardon de Mandela n'était pas de la faiblesse. C'était le geste le plus puissant de toute son histoire. Plus puissant que la résistance, plus puissant que la survie en prison, plus puissant que la victoire politique. Parce qu'il était entièrement libre, intérieurement, avant même de gouverner un pays. Et cette liberté intérieure était le fondement de tout le reste. Je pense à ça souvent quand je parle du pardon. Pas parce que nos blessures sont comparables aux siennes, mais parce que le mécanisme est le même, à toutes les échelles. La prison du ressentiment est la même qu'on soit enfermé 27 ans, ou qu'on porte depuis 10 ans la trahison d'un ami, d'un parent, d'un partenaire. Et la clé de cette prison, la seule, est entre tes mains. Pas dans les mains de celui qui t'a blessé, dans les tiennes. Tu n'as pas besoin de ses excuses pour te libérer. Tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin qu'il change. Tu n'as besoin que d'une décision, prise par toi, pour toi, à ton propre rythme. La révélation finale. Et celle-là, je la garde depuis le début, parce qu'elle est la plus difficile et la plus nécessaire. On a parlé du pardon envers les autres. Mais il y a une autre dimension du pardon que presque personne n'aborde, parce qu'elle est encore plus inconfortable que pardonner quelqu'un qui nous a blessés. Se pardonner à soi-même. Parce que pour beaucoup d'entre nous, la personne la plus difficile à pardonner n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. Pour des décisions qu'on regrette. Des mots qu'on n'aurait pas dû dire. Des occasions qu'on a laissées passer. Des personnes qu'on a blessées. Des versions de nous-mêmes qu'on a du mal à regarder en face. Et là, toutes les confusions qu'on a démêlées au début de cette vidéo s'appliquent avec une force redoublée. On croit qu'on ne peut se pardonner que si on oublie, que si on efface, que si on fait comme si ça n'avait pas eu lieu, qu'on mérite de continuer à souffrir, comme si la souffrance était une forme de justice rendue à soi-même. Ce n'est pas de la justice, c'est de la punition qui n'a pas de fin et qui n'apporte rien à personne. Se pardonner à soi-même, c'est reconnaître qu'on a agi avec les ressources, les connaissances et la conscience qu'on avait à ce moment-là, pas avec celle qu'on a aujourd'hui. Et que cette personne-là, la version passée de toi, qui a fait ce choix, dit ces mots, pris cette décision, mérite la même compréhension qu'on accorderait à un ami qui aurait fait la même chose. Rappelle-toi ce qu'on a dit dans l'épisode sur la confiance en soi. Pourquoi est-ce que tu ne te parles pas à toi-même comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes ? Ce principe s'applique ici avec une urgence particulière. Les erreurs passées n'ont pas à définir qui tu es aujourd'hui. Elles t'ont formé. Elles t'ont appris quelque chose. Et tu mérites de te libérer de leur poids, tout autant que tu mérites de te libérer du ressentiment envers les autres. Dans les commentaires, je te pose une double question ce soir. Premièrement, y a-t-il quelqu'un dans ta vie à qui tu n'as pas pardonné ? Et est-ce que cette vidéo a changé quelque chose dans ta façon d'y penser ? Deuxièmement, et c'est la plus importante,
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne t'es pas encore pardonné à toi-même? Tu n'as pas besoin de répondre publiquement, mais pose-toi la question, honnêtement, seul, dans le silence dont on a parlé la dernière fois. La prochaine vidéo de cette série aborde un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé depuis longtemps. Pourquoi tu attires toujours le même type de relation et comment identifier et transformer les patterns relationnels inconscients? Abonne-toi, prends soin de toi, et si tu peux, libère quelque chose ce soir. Tu mérites cet espace.